Comme vous le savez, l'événement qui nous réunit aujourd'hui a pour occasion un film qui vient d'être rendu public, qui vient de sortir en salle très récemment, un film autour du travail, autour de la vie aussi du docteur Denis Mukwege. Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le Ministre et Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la question de la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Mesdames et Messieurs, merci de nous inviter à prendre la parole à ces débats sur la violence faite aux femmes et aux enfants en situation de conflit dans cette magnifique salle du Conseil des droits de l'homme en cette journée si importante des droits de la femme. Permettez-moi de commencer en partageant avec vous une conviction intime, un principe fondamental des droits humains. Nous sommes convaincus de l'universalisme des droits de la femme. Grâce à la mobilisation des femmes de par le monde et l'évolution du droit et des mentalités, la lutte contre les coutumes rétrogrades, les pratiques machistes et misogynes a permis de modifier les paradigmes de la soumission et de la domination masculine pour tendre vers l'égalité des sexes, clé de voûte d'une société orientée vers un développement inclusif et la prospérité pour tous. Ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique de Bukavu par lequel j'ai appris que plus de 3000 femmes que nous avions soignées à l'hôpital de Panzi il y a quelques années sont venues célébrer avec le personnel de l'hôpital la journée de la femme. Ces femmes sont organisées aujourd'hui en mutuelle de solidarité et ces mutuelles leur permettent de s'organiser en véritable communauté et subvenir à leurs besoins, à être tout simplement autonomes. Et j'avais posé la question, quel est le message qu'elles veulent que je puisse convoyer auprès du Conseil. Elles ont demandé que je puisse vous dire, elles demandent la paix. Mesdames et Messieurs, l'objet du débat qui nous rassemble aujourd'hui vise à traiter de violences faites aux femmes en temps de conflit. Mais nous devons garder à l'esprit que les violences que nous observons en temps de guerre sont les résultats des exacerbations, des discriminations et de violences existant dans la société en période de paix, au sein des communautés. Et lorsque l'état de droit est en faillite et que la guerre éclate, quand il n'y a plus ni loi ni foi, les démons machistes s'expriment dans toutes ses formes, comme on l'observe aujourd'hui dans tous les conflits modernes où les femmes et les enfants sont les premières victimes des guerres décidées entre les hommes et souvent pour des mobiles bassement économiques. La paix, la justice et la sécurité, tant physiques et juridiques, sont des conditions préalables pour la promotion des droits humains, des droits de la femme et ainsi éviter ces violences et créer un cadre propice au développement tant humain qu'économique. Mesdames et Messieurs, en République démocratique du Congo, mon pays, la population a soif de paix et de justice. Après des générations sacrifiées et des décennies de violences commises dans un climat général d'impunité, dans un contexte électoral incertain et potentiellement explosif, la population est anxieuse mais vigilante. L'enjeu des élections concerne non seulement l'alternance, mais avant tout la consolidation de la société et de la démocratie au cœur du continent africain. L'enjeu de ces élections est donc de préserver notre contrat social, fruit d'un accord de paix et d'un référendum où les Congolaises et les Congolais ont pour la première fois dans leur histoire exercé leurs droits politiques. En définitive, l'enjeu de ces élections semble donc résider entre deux alternatives, la paix ou le chaos. Mais il faut absolument
privilégier et soutenir les chemins de la paix. Depuis presque 20 ans, notre expérience dans le monde médical nous a amenés à faire un constat amer. À chaque nouveau pic de crise sécuritaire ou d'instabilité politique, nous observons un pic dans le nombre de patientes victimes de violences sexuelles que nous recevons à Panzi. Après avoir soigné des enfants violés, eux-mêmes nés du viol, nous ne pouvons plus imaginer que la cupidité d'une minorité entretenant une anarchie organisée pour se maintenir au pouvoir nous amène à devoir soigner la 3e génération des femmes et filles victimes de violences sexuelles. C'est dans ce contexte extrêmement volatile que M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, lors d'une récente visite dans la région des Grands Lacs, a exprimé sa préoccupation face au rétrécissement de l'espace des libertés civiles et politiques auquel nous assistons en République démocratique du Congo. Tout récemment, M. José Maria Aznar, représentant du Haut-Commissaire et directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, a exprimé son inquiétude face à l'instrumentalisation de la justice pour réprimer la société civile et face aux harcèlements des activistes par les autorités. Le rapport mensuel que son bureau compile démontre ces rétrécissements de l'espace démocratique susceptibles d'affecter la crédibilité du processus électoral. Les signaux d'alerte sont au rouge. La responsabilité première incombe aux autorités congolaises et aux forces vives de la nation, car notre destin nous appartient. Mais nous ne pouvons pas concevoir qu'après tant d'années d'investissement et de présence de la communauté internationale en vue de stabiliser la République démocratique du Congo, que celle-ci puisse se permettre un retour au chaos. La diplomatie discrète a ses limites. La situation au Burundi l'illustre dramatiquement bien. Mieux vaut prévenir que guérir, anticiper et agir en amont plutôt que de compter les morts, les femmes violées, les réfugiés et les déplacés. Nous sommes convaincus que le respect de la liberté d'expression, notamment des défenseurs humains et de mouvements citoyens, mais aussi de l'opposition, sont nécessaires à des élections pacifiques et crédibles. La population est davantage consciente de ses droits et ne pourra accepter d'être à nouveau prise en otage. Mesdames et messieurs, tout un chacun, toute personne a le droit de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des droits de la femme. Ainsi, les citoyens qui expriment des critiques constructives pour favoriser l'émergence d'un changement attendu par tous en participant à des débats d'intérêt généraux sont des patriotes. Et il est inadmissible qu'ils soient parfois traités de terroristes et poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous pensons bien évidemment aux jeunes de Lucha, mais aussi à tous les défenseurs des droits humains intimidés au quotidien. Dans un pays où M. Scott Campbell, qui est derrière nous et pour qui j'ai beaucoup de respect, l'ancien directeur du Bureau conjoint des Nations Unies des droits humains, a été déclaré personne non grata, où un diplomate américain s'est fait arrêter, où le droit à manifester pacifiquement est réprimé par un usage disproportionné de la force, où les arrestations arbitraires et détentions illégales sont légion, et où une justice partiale, sous le joug de l'exécutif, condamne des innocents, l'état des droits et de la démocratie sont en danger. Et les droits de la femme seront encore plus fragilisés. Nous l'avons expliqué, la demande de justice est de plus en plus grande au sein de la population, mais que penser de l'offre de justice? A-t-elle la capacité, la volonté de remplir le rôle qui lui est attribué? En temps de paix, il est déjà très difficile pour les femmes de recourir à la justice par crainte de représailles et d'être stigmatisées, ainsi subir un traumatisme encore plus profond. En période de conflit, il est encore beaucoup plus compliqué pour les victimes de réunir les éléments de preuve pour constituer une plainte. Et cette complexité judiciaire s'associe trop souvent au déni du pouvoir par rapport à ce qui se passe.
L'ensemble de ces conditions engendre un climat favorable à l'impunité qui bénéficie aux bourreaux et perpétue la violence dans la société, même en période de post-conflit. Mesdames et messieurs, 6 ans après la publication du rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et droits internationaux humanitaires commises entre 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, nous pensons que le temps est venu pour mettre en œuvre ces recommandations et d'avoir recours à tous les mécanismes de la justice transitionnelle pour éviter la répétition de ces crimes qui choquent la conscience de l'humanité. Les poursuites juridictionnelles, le mécanisme de réparation, l'assainissement des forces de sécurité et le mécanisme de rétablissement de la vérité et pour la réconciliation. Nous savons que la Cour pénale internationale n'a vocation à s'occuper que des crimes les plus graves depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, donc le 1er juillet 2002. Elle n'a pas vocation à se substituer à la justice nationale, même si nous soutenons ces efforts de lutte contre l'impunité en Afrique et partout dans le monde. Nous pensons donc d'abord à l'établissement d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, avec une compétence temporelle qui remonterait en 1993 à un mandat qui engloberait la dimension régionale du conflit. À défaut, nous avions été encouragés en 2013 par la promesse faite par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, d'établir des chambres mixtes ou spécialisées pour que justice soit rendue au peuple congolais. Le peuple congolais attend toujours que justice soit rendue. J'ai participé en 2010 à un panel d'experts sur le mécanisme de réparation pour les victimes de violences sexuelles qui était présidé par Mme Kyongwa, actuelle assistante du secrétaire général aux affaires humanitaires et à l'époque haute commissaire adjointe aux droits de l'homme. Et nous avions préconisé la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des crimes à caractère sexuel, avec un accent particulier sur les cas où les auteurs ont été condamnés in solidum avec les autorités de l'État et dans les cas où les auteurs sont inconnus ou insolvables. Nous continuons à plaider pour la création d'un tel fonds de réparation qui demandera non seulement le soutien de la communauté internationale, mais également la volonté politique de l'État congolais. Une telle volonté politique pourrait aussi amener à ce que le chef de l'État a présenté des excuses publiques au nom de la nation à toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles commises par les forces de sécurité congolaises ou d'autres forces, puisque c'est dans sa responsabilité de protéger la population sans distinction. De nombreuses femmes réclamaient cette mesure symbolique lors des centaines d'auditions des victimes que nous avions écoutées par les panels mandatés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous continuons également à effectuer un plaidoyer pour une véritable réforme du secteur de la sécurité, car trop longtemps, des accords politiques ont favorisé l'intégration de l'indiscipline dans les forces de sécurité. Ceux qui ont commis des atrocités de masse n'ont pas vocation à devenir les protecteurs des citoyens et de la nation, et des femmes en particulier. Il est temps d'assainir nos services publics et nos institutions. Par ailleurs, nous savons que les bourreaux ont été souvent aussi des victimes, et nous pensons que le programme de désarmement, démobilisation et réinstallation doivent être accompagnés d'une prise en charge de la santé mentale, des démobilisations et des projets inclusifs basés sur le besoin des communautés affectées. Il ne s'agit pas juste de désarmer les anciens combattants, il s'agit aussi de désarmer leurs esprits pour reconstruire le pays. Des programmes de prise en charge de la santé mentale pour les démobiliser constituerait l'une des pistes de solution pour enrayer le phénomène de propagation ou de métastase en fait, de viols commis entre les civils. Les anciens démobilisés mal pris en charge et non correctement réinsérés dans la société sont la seule explication qui nous permet de comprendre le phénomène récent que nous traitons à Panzi depuis quelques années, à savoir les viols commis avec extrême violence sur des bébés et des enfants en bas âge. Enfin, nous pensons qu'après des décennies de déni, le temps est
est venu pour mettre en place des mécanismes d'établissement de la vérité et pour la réconciliation, afin que nos enfants ne se voient pas privés de la mémoire de leurs parents et donc de leur identité et puissent construire ensemble des lendemains meilleurs. Mesdames et messieurs, le 6 octobre 2016, nous commémorerons le 20e anniversaire du début de la guerre du Congo qui a commencé à Lemera, à l'hôpital où j'étais médecin directeur dans la province du Sud Kivu. Dans cet hôpital, plus de 30 personnes ont été massacrées dans leurs lits et le personnel soignant qui veillait sur eux. Nous invitons les autorités de la République démocratique du Congo à soutenir l'édification des mémoriaux sur les fosses communes de nos sœurs, de nos frères frappés par la barbarie humaine. Allez vous promener dans les rues de Sarajevo où vous ne cesserez de voir des plaques commémoratives partout. Où sont-elles en République démocratique du Congo? Où est le respect dû à nos morts? Comment transmettre des valeurs à nos enfants quand l'histoire est manipulée? Nous espérons ne pas devoir attendre encore 20 ans avant que nos enfants n'étudient cette date à l'école. Je terminerai ma prise de parole en souhaitant une belle journée à toutes les mamans, à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes, et en invitant au niveau global la communauté internationale à dresser une ligne rouge contre l'usage du viol comme arme de guerre, et au niveau local en exhortant à tous les pères, à tous les garçons, à tous les hommes à se mobiliser pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je vous remercie. Je donnerai la parole au cinéaste Thierry Michel, un des co-auteurs du film que vous avez vu, auteur de plus de 25 films dont plus de la moitié ont été réalisés au Congo et dont un grand nombre aussi portent sur des situations liées aux droits de l'homme. Merci. Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur Alusaigne, Monsieur le Ministre-Président, cher Rudy Demotte, cher Henri, je suis vraiment très heureux d'être ici avec et à côté d'un homme exceptionnel, d'un homme qui se bat pour une cause auquel il se brûle, d'un homme qui prend les risques, qui revient dans ce même lieu où il est venu voici 4 ans et dont le retour, comme on l'a déjà dit, a été douloureux puisqu'au retour on a essayé de l'assassiner, qu'il a perdu un proche. Je suis très heureux que la parole puisse aujourd'hui se libérer parce que l'on dit toujours que le silence tue une deuxième fois. Mais la parole tue aussi. Floribert Chebeya, quand même un illustre défenseur des droits de l'homme en RDC, fondateur des organisations de droits de l'homme, ayant travaillé dans la clandestinité à l'époque du feu maréchal président Mobutu, est venu aussi parler régulièrement dans cette enceinte. Ça n'a pas empêché qu'il soit étouffé par des sacs en plastique dans le bureau du général en chef de la police congolaise. Depuis 2006, 10 collègues journalistes ont été assassinés. 2 faisaient partie de Radio Okapi. Quelque part, ils étaient de la grande famille des Nations Unies. Ils avaient eu le malheur de s'intéresser aux auteurs de ces crimes qu'on dénonce aujourd'hui. Cela pose une question. Je suis au Congo depuis 25 ans. Colette Brackman, avec qui nous avons fait le film, depuis 35 ans. Nous avons l'impression d'un carrousel, que l'histoire retourne toujours au même point, qu'aujourd'hui on recommence, comme dans les années 90, les mêmes erreurs historiques qui ont mené à ces 20 années de conflits, de grèves, de massacres, de viols. Nous savons ce qui se passe au Burundi, nous savons donc le scénario qui pourrait se présenter au Congo dans peu de temps. Il y a 20 ans exactement avait lieu le massacre fondateur de l'Emera, qui visait directement le docteur, en tout cas ses patients, son personnel médical. Il a échappé par miracle une première fois à la mort. 20 ans.
dont j'espère avec lui qu'on pourra fêter, enfin quand on dit fêter, je veux dire célébrer avec honneur cet anniversaire morbide, et qu'il y aura en effet une plaque commémorative, puisque les morts n'existent pas au Congo. Depuis 16 ans, les Nations Unies sont au Congo. Un budget de combien? 1,5 milliard, dit-on. Je n'ose le croire. 20 ans d'1,5 milliard. 20 000 membres des Nations Unies, civils et militaires. Mais non, ne me dites pas qu'après 16 ans, nous revenons à la case départ. C'est invraisemblable. Et chaque fois, partout où nous nous sommes rendus avec Colette Braeckman, toujours le même cri des femmes. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi nos meurtriers? Pourquoi les Nations Unies, qui ont fait un travail exceptionnel, grâce à leurs experts, dans ce fameux rapport mapping, qui est la pièce maîtresse, la pierre angulaire de toute l'action, me semble-t-il, pour faire régner la justice dans ce pays, pourquoi, après ce fabuleux rapport qui a listé les 617 violations graves des droits de l'homme, du droit humanitaire, du droit de la guerre, pourquoi pas de poursuite judiciaire? À quoi bon avoir fait ce travail si c'est pour qu'aujourd'hui, les criminels soient généraux, ministres, pour des sociétés les plus diverses, et qu'avec arrogance, elles soient là, devant le regard des victimes, humiliées, violentées, impuissantes? Pourquoi n'a-t-on pas donné une suite judiciaire à ce document? Les listes existent. Les listes ont été établies. On en a encore parlé hier avec Madame Navi Pillay, qui à l'époque avait des responsabilités importantes aux Nations Unies. Pourquoi cette impunité? Pourquoi pas de justice internationale, pas de tribunal pénal international, pas de tribunaux spéciaux, pas aujourd'hui pour le moment de tribunaux mixtes comme ça a été le cas au Cambodge? Je sais que des propositions ont été faites, qui ont été refusées par les autorités congolaises. Mais enfin, ce cycle nous mène où? Dans le mur absolu. Et on dira encore dans 1 an, dans 2 ans, ah mon Dieu, si on avait su. Mais non, on le sait. Ce n'est que la répétition de l'histoire. On voit bien tout le scénario qui se profile. C'est ça que je voulais dire. Je pense qu'on ne peut pas laisser les choses aller. Je pense que le docteur prend un immense risque. Pourquoi, avant-hier, une journaliste d'Al Jazeera me téléphone? Vous êtes bien à Genève? Mais oui, avec le docteur. Les militaires, elle est en poste à Kinshasa, les militaires me font part de leur grogne, de leur énervement, de leur colère. Ils n'ont jamais approuvé que ce film initialement interdit soit finalement autorisé à être diffusé en RDC, et ils sont mécontents de la campagne que vous êtes en train d'opérer au niveau international. Oui, mais le docteur, dans quelques jours, il sera rentré à Bukavu. Alors heureusement, et merci monsieur le haut-commissaire, d'apporter cette protection au docteur, parce que je pense qu'il est réellement, très réellement en danger, comme l'ont été ces journalistes, comme l'a été Floribert Chebeya, et comme le sont beaucoup d'autres. Et je crains vraiment, et je terminerai par là, que l'année 2016 soit une année où à nouveau, le sang coule sur la terre et l'asphalte de ce pays que nous aimons tant, que le docteur aime tant, ce grand pays au centre de l'Afrique, le Congo. Je vous remercie. Merci, Votre Excellence. Je suis parfaitement d'accord avec votre déclaration et je pense que nous partageons le même point de vue en ce qui concerne l'origine de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Là où peut-être je pourrais demander un peu plus, c'est que l'expérience montre quand même que les pays qui ont pu avoir un tribunal pénal, c'est les pays qui le demandent. Et là, je crois que peut-être on ne peut pas aller le demander ailleurs, sauf auprès des instances internationales, puisque ce sont ces instances qui ont la compétence, en fait, d'ouvrir ces tribunaux. Et je suis certain que si ces tribunaux étaient
en fait, on accordait la possibilité à la population congolaise de s'exprimer par rapport à ce qu'elle a vécu, et là, peut-être qu'on serait sur la piste réelle de paix. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je ne vois pas comment on peut faire la paix en République démocratique du Congo en fait, en marchant sur les victimes, en essayant de cacher les fausses communes. Je pense que ça serait très, très difficile de construire la paix sur l'impunité. Il faut la justice et on ne doit pas continuer à sacrifier la paix, donc la justice sur l'autel de la paix. Finalement, nous n'avons ni paix ni justice. Et donc là, je crois que, Excellence, je partage parfaitement votre avis et je crois que l'effort à faire et ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un tribunal pour savoir qui a fait quoi et que chacun puisse répondre de ses actes, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avions eu quand même 7 armées qui se sont battues chez nous, qui ont tué, qui ont violé. Et tout ça, ça n'a jamais, en fait, on n'a jamais senti la responsabilité, l'effort de la République démocratique du Congo pour obtenir ce tribunal. Et je pense que, comme notre représentant, nous vous confions ces messages. Merci. Merci, docteur. Alors, Thierry. Pour beaucoup de gens au Congo, le docteur est considéré comme un prophète. Il faut absolument que de prophète, il ne soit pas martyr, comme d'autres l'ont été, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors je voulais juste citer, c'est présent dans le film, je me permets de le reprendre, un psaume de David que je voudrais dédier au docteur. De la poussière, il fait lever le misérable. De dessus le fumier, il élève le pauvre. Il fait habiter la femme stérile dans une maison joyeuse. Si longue soit la nuit, le soleil se lèvera à l'horizon. C'est ce qu'on peut espérer pour ce grand pays. Merci. Merci Thierry. Je rends la parole au docteur Mukwege. Il n'y aura pas de paix en République démocratique du Congo, malgré tous les investissements qui sont faits, qui sont énormes, s'il n'y a pas de justice. Et je crois qu'aujourd'hui, il a été très bien dit, ce que le peuple congolais attend, c'est la justice. Et pendant 15 ans, on voit très bien que tous les efforts d'essayer en fait, de cacher la vérité n'ont rien donné. Au contraire, plus le temps passe, plus on sent que la population est exacerbée par ces manques de vérité. Et donc, je crois qu'on ne va pas réinventer la roue. Il y a le mécanisme de la justice transitionnelle. Le peuple congolais attend que ces mécanismes soient mis en place pour connaître la vérité, se réconcilier et pouvoir envisager un futur meilleur. Merci. Merci à tous. Merci à tous pour cette séance assez longue qui intervenait en fin de journée et qui n'était pas une séance ordinaire du Conseil, donc personne n'avait à y venir, sauf à entendre en effet des propos qui nous remuent. Excellente soirée et pour le reste, nous continuons le travail sur ces dossiers qui seront disponibles notamment sur nos sites internet.